Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche, votre petit rendez-vous hebdomadaire pour explorer les recoins fascinants de notre passé. Aujourd'hui, je vous propose un voyage, non pas dans un lieu unique, mais à travers l'imagination, le génie humain et, disons-le, une bonne dose de mystère. Nous allons parler de ces constructions qui ont défié le temps, la logique parfois, et qui continuent de nous faire rêver, les jardins suspendus et autres merveilles antiques. Alors, installez-vous confortablement, préparez votre esprit à s'évader, car nous allons ouvrir ensemble un livre d'histoire dont les pages sont parsemées d'or, de marbre, de légendes et d'une poussière de secrets. Quand on évoque les merveilles du monde, un frisson parcourt notre échine, n'est-ce pas? On pense à des pyramides colossales, des temples grandioses, des statues démesurées. Ces 7 merveilles, ce n'est pas une liste choisie au hasard, non. Ce sont des voyageurs, des écrivains de l'Antiquité, comme l'historien Hérodote ou le poète Antipater de Sidone, qui les ont compilés, souvent après les avoir vus eux-mêmes. Pour eux, c'était le summum de ce que l'homme était capable de créer, une preuve tangible de la puissance, de la richesse, de l'ingéniosité et de la piété de civilisations disparues ou lointaines. Imaginez un instant le monde antique. Pas de grue, pas de bulldozer, pas de calculatrice sophistiquée. Juste des bras, des cerveaux, une volonté de faire et une connaissance empirique de l'architecture et de l'ingénierie qui nous laisse encore bouche bée. Chaque merveille est un poème de pierre, de bronze ou de verdure, écrit pour l'éternité, même si l'éternité, comme nous allons le voir, est parfois plus courte qu'on ne l'espère. Et si nous commencions par la seule, l'unique, la miraculée? La seule qui soit encore debout aujourd'hui, à nous narguer avec ses milliers d'années d'existence, la grande pyramide de Gizeh. Ah, l'Égypte, le pays des pharaons, des dieux et des mystères voilés de sable. La pyramide de Khéops, c'est plus qu'une simple structure, c'est une montagne artificielle, un défi à l'horizon, un point de repère pour les âges. Pendant des millénaires, elle fut la plus haute construction du monde, et si l'on ne peut qu'admirer sa taille, c'est surtout sa précision qui sidère. Des millions de blocs de pierre, chacun pesant des tonnes, ajustés avec une perfection qui défie les instruments modernes. Et tout ça, pourquoi? Pour abriter le repos éternel d'un homme, un pharaon, convaincu de son immortalité. C'est un testament de la foi, du pouvoir et d'une vision au-delà de l'entendement commun. Quand on la regarde, on ne voit pas seulement des pierres, on voit des millénaires de labeur, de prières, et l'écho d'une civilisation qui chuchote encore ses secrets. Mais quittons le sable brûlant de l'Égypte pour une destination bien plus luxuriante, si tant est qu'elle ait vraiment existé. Car c'est là, mes amis, que commence le vrai mystère, l'essence même de notre voyage aujourd'hui, les jardins suspendus de Babylone. Babylone, rien que le nom évoque le faste, la décadence, une cité mythique où les rues étaient d'or et les murs vertigineux. Les jardins suspendus sont sans doute la plus poétique et la plus énigmatique des 7 merveilles. L'idée même est fabuleuse. Au cœur d'une cité bâtie sur une plaine aride, des terrasses étagées, couvertes de verdure luxuriante, de fleurs exotiques, d'arbres majestueux, comme une montagne artificielle de vie, défiant la sécheresse du désert. La légende raconte que le roi Nabuchodonosor II, au VIe siècle avant notre ère, les fit construire pour son épouse, Amytis. Elle, originaire de Médie, une région montagneuse et verdoyante, souffrait du plat et du sec de la Mésopotamie. Et voilà le roi, éperdument amoureux, qui lui offre un écrin de nature, un jardin qui s'élève vers le ciel, un paradis artificiel où elle pourrait retrouver le souvenir de ses montagnes natales. N'est-ce pas une histoire magnifique? Un acte d'amour si grandiose qu'il en est devenu une légende. Imaginez l'ingénierie nécessaire. Comment irriguer un tel prodige? Les récits parlent de pompes à eau, de vis d'Archimède, de systèmes complexes pour monter l'eau de l'Euphrate, tout en bas, jusqu'aux terrasses les plus hautes. Des couches de roseaux bitumés, de briques cuites, de plomb, de terre fertile, pour retenir l'humidité et permettre à cette flore exubérante de prospérer. Un véritable exploit, non seulement esthétique, mais aussi technique. On dit que les jardins s'élevaient sur plusieurs étages, comme une pyramide inversée de verdure, culminant peut-être à une vingtaine de mètres, voire plus, offrant une vue imprenable sur Babylone avec ses murailles colossales et son grand fleuve. Mais voilà le hic, malgré la beauté du mythe, la réalité est insaisissable. Les archéologues ont fouillé Babylone de fond en comble, sans trouver la moindre preuve formelle de ces jardins. Pas de fondation, pas de traces de ces systèmes d'irrigation monumentaux. Les tablettes babyloniennes, si prolifiques en description des palais et des temples, restent étrangement muettes sur cette merveille si souvent citée par les auteurs grecs et romains.
Est-ce que les Grecs ont imaginé une partie de cette merveille? Ont-ils embelli des récits? Certains historiens avancent une autre théorie, tout aussi fascinante. Et si les jardins de Babylone étaient en fait les jardins de Ninive? Sennachérib, roi assyrien bien avant Nabuchodonosor, aurait lui aussi fait construire des jardins spectaculaires avec des systèmes hydrauliques complexes dans sa capitale, Ninive. Une méprise géographique, peut-être, au fil des siècles et des récits? Quoi qu'il en soit, l'image du jardin suspendu, comme un rêve en apesanteur, perdure, qu'il soit à Babylone ou à Ninive, qu'il soit réalité ou pure fantaisie. Et c'est peut-être cela, la vraie merveille, la persistance de l'imagination humaine. Passons d'un coup de balai sur les sables et la verdure, pour nous élever vers les dieux. Direction la Grèce, berceau de notre civilisation occidentale, et plus précisément la ville d'Olympie. Là, au cœur du sanctuaire où se déroulaient les fameux jeux panhelléniques, se dressait une autre merveille, hélas disparue, la statue de Zeus à Olympie. Imaginez, un temple majestueux, et à l'intérieur, le roi des dieux lui-même, assis sur son trône, haut de plus de 12 mètres. Une statue colossale, sculptée par le légendaire Phidias, celui-là même qui avait déjà sculpté la statue d'Athéna Parthénos. Zeus était fait d'ivoire et d'or, une technique appelée chrysléphantine. L'ivoire donnait la peau, l'or habillait sa toge et ses sandales, ses cheveux. Ses yeux étaient probablement incrustés de pierres précieuses. Il tenait dans une main une victoire, dans l'autre un sceptre surmonté d'un aigle. Les visiteurs, les athlètes, les dignitaires devaient se sentir tout petits, écrasés par la puissance et la magnificence de cette représentation divine. On racontait que la statue était si grande que si Zeus avait voulu se lever, il aurait fait voler en éclats le toit du temple. Cette statue n'était pas seulement une œuvre d'art, c'était le cœur spirituel des Jeux olympiques, un symbole de la force, de la justice et de l'ordre divin. Elle a rayonné pendant des siècles, jusqu'à ce que les Jeux soient interdits, les cultes païens abolis. Le destin de la statue est incertain. Détruite lors d'un incendie à Olympie, ou bien transportée à Constantinople et là aussi, victime des flammes. Il ne nous reste que des descriptions et des copies miniatures, mais l'écho de sa grandeur résonne encore. Continuons notre tour du monde antique en nous dirigeant vers l'Asie mineure, dans la cité d'Éphèse. Là, se dressait un temple si somptueux qu'il était lui aussi considéré comme une merveille, le temple d'Artémis. La déesse Artémis, déesse de la chasse, de la nature sauvage et de la chasteté, mais aussi de la fertilité dans sa version éphésienne, était vénérée avec une ferveur incroyable. Le temple était immense, bien plus grand que le Parthénon d'Athènes. Entièrement de marbre blanc, il était soutenu par plus de 100 colonnes ioniques, chacune haute de près de 20 mètres, décorées de frises sculptées. Le tout resplendissait sous le soleil de l'Anatolie. Ce n'était pas seulement un lieu de culte, c'était un centre économique, un sanctuaire inviolable, une banque, un centre artistique. Les richesses accumulées étaient fabuleuses. Malheureusement, son histoire est jalonnée de destruction et de reconstruction. La plus célèbre fut l'œuvre d'un homme désireux de marquer l'histoire à tout prix, un certain Érostrate, qui, en 356 avant Jésus-Christ, y mit le feu, simplement pour que son nom soit prononcé à jamais. Une sorte de terrorisme médiatique avant l'heure. Le temple fut reconstruit, encore plus grand, encore plus beau, pour finalement être pillé et détruit par les Goths au IIIe siècle, puis définitivement abandonné. Aujourd'hui, il ne reste qu'une unique colonne, remontée tant bien que mal, solitaire au milieu d'un marécage, ultime vestige d'une gloire évanouie. C'est un rappel brutal de la fragilité des plus grandes réalisations humaines face au temps et à la folie des hommes. De l'amour d'un roi pour sa reine, à la quête de gloire d'un homme, nous passons maintenant à l'amour d'une sœur pour son frère et d'une femme pour son époux. Rendez-vous à Halicarnasse, toujours en Asie mineure, pour découvrir le mausolée. Ce n'est pas seulement un tombeau, c'est l'origine du mot « mausolée » lui-même. Il fut commandé par Artémise II pour son mari et frère, Mosole, satrape de Carie. Il mourut en 353 avant Jésus-Christ, et Artémise, désespérée, entreprit de lui bâtir le tombeau le plus somptueux jamais vu. C'était un chef-d'œuvre architectural, un mélange de style grec, lycien et égyptien. Il s'élevait sur plusieurs niveaux, une base massive, rectangulaire, décorée de frises racontant les exploits de Mosole. Au-dessus, une colonnade abritant des statues. Et au sommet, une pyramide à gradins, couronnée par une statue géante de Mosole et Artémise sur un char tiré par 4 chevaux. Le tout atteignait une 50aine de mètres de haut. C'était un témoignage d'amour éternel, mais aussi de la puissance et du goût raffiné d'une dynastie.
Le mausolée de Halicarnasse a tenu bon pendant plus de 1600 ans, résistant aux conquêtes et aux pillages, jusqu'à ce qu'une série de tremblements de terre finisse par l'endommager irrémédiablement. Finalement, ces pierres furent réutilisées par les chevaliers de Saint-Jean pour fortifier leur château de Bodrum au XVe siècle. C'est ainsi que des fragments sculptés par les plus grands artistes de l'époque, comme Scopa, se retrouvèrent dans les murs d'une forteresse médiévale, et aujourd'hui, certains d'entre eux reposent au British Museum. Un destin étrange pour un monument à l'immortalité. Continuons notre périple maritime vers l'île de Rhodes, dans la mer Égée. Là, un autre géant se dressait, gardien de l'entrée du port, le colosse de Rhodes. Cette statue monumentale, dédiée au dieu soleil Hélios, célébrait la victoire des Rhodiens contre le siège de Démétrios Ier de Macédoine au IIIe siècle avait JC. Imaginez une statue de bronze de 33 mètres de haut, soit la taille de la statue de la Liberté sans son piédestal. Elle était érigée sur un socle de marbre et de fer, au-dessus de l'entrée du port. Les légendes la décrivent enjambant l'entrée du port, les navires passant entre ses jambes. C'est une image très romanesque, mais peu probable d'un point de vue structurel. Il est plus vraisemblable qu'elle se tenait sur une digue, le bras levé, tenant peut-être une torche, un phare pour les marins. La construction a duré 12 ans et a nécessité d'énormes quantités de bronze et de fer. C'était un symbole de la liberté et de la puissance des Rhodiens. Mais la gloire du colosse fut de courte durée. Moins d'un siècle après sa construction, en 226 avant Jésus-Christ, un violent tremblement de terre le renversa. Il se brisa au niveau des genoux et s'effondra en morceaux. Les habitants de Rhodes décidèrent de ne pas le reconstruire, craignant d'offenser les dieux. Ces restes impressionnants restèrent là, gisant, pendant des siècles, témoignage silencieux de sa splendeur passée. Au 7e siècle, quand les Arabes conquirent Rhodes, ils vendirent le bronze du colosse à un marchand juif d'Édesse. La légende raconte qu'il fallut 900 chameaux pour transporter tout le métal. Le colosse fut dépecé, sa matière première recyclée, sa mémoire est restée gravée dans les annales. Pour terminer notre tour d'horizon, cap sur l'Égypte, mais pas les pyramides cette fois. Nous allons à Alexandrie, la cité fondée par Alexandre le Grand, devenue le phare du savoir et du commerce antique. C'est là que se dressait la dernière de nos merveilles, le phare d'Alexandrie. Plus qu'un simple monument, c'était une nécessité. Le port d'Alexandrie était immense et dangereux, avec ses récifs. Il fallait un guide pour les marins. Le pharaon Ptolémée Ier Sotère, puis son fils Ptolémée II Philadelphe, ordonnèrent sa construction sur l'île de Pharos, qui donna son nom à tous les phares du monde. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie, achevé vers 280 avant Jésus-Christ, et conçu par l'architecte Sostrate de Cnide. Le phare d'Alexandrie était d'une hauteur vertigineuse, certains récits l'estiment à plus de 100 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 30 étages. Il était bâti sur 3 niveaux, une base carrée, un étage octogonal, et au sommet, une tour circulaire. Un feu brûlait au sommet, sa lumière réfléchie par un ingénieux système de miroirs métalliques polis, peut-être en bronze, était visible, dit-on, à plus de 50 km à la ronde. Imaginez la nuit, au large, les navires repérant cette lumière lointaine, signe de sécurité, de civilisation, d'espoir. C'était bien plus qu'une merveille, c'était un instrument vital, un gardien des mers. Le phare a défié les siècles, servant son but pendant près de 1500 ans, un record parmi les merveilles disparues. Mais les tremblements de terre eurent finalement raison de lui. Progressivement endommagé, il fut réduit à l'état de ruine au XIVe siècle. Ses fondations et ses pierres furent plus tard utilisées pour construire une forteresse médiévale, le fort Qaït-Bey, qui se dresse encore aujourd'hui à son emplacement. Aujourd'hui, il ne nous reste que des récits, des représentations sur des pièces de monnaie, et le nom « phare » pour nous rappeler cette construction gigantesque. Voilà, mes chers auditeurs, un rapide survol de ces édifices qui ont marqué leur époque et continuent de nous fasciner. Qu'il s'agisse de la pyramide éternelle, des jardins suspendus qui nous poussent à l'imagination, de la statue de Zeus qui incarnait la divinité, du temple d'Artémis qui criait le faste, du mausolée, hommage à la puissance et l'amour, du colosse, symbole de la liberté, ou du phare d'Alexandrie, gardien de la lumière. Chacune de ces merveilles est un miroir des aspirations humaines. Elle nous rappelle que l'homme, depuis toujours, cherche à dépasser ses limites. À construire plus grand, plus beau, plus durable. À défier la nature, à honorer ses dieux, à célébrer ses victoires, à se souvenir de ses morts, ou simplement, comme pour les jardins, à exprimer un amour infini. Elles sont le fruit du génie architectural, de l'ingénierie audacieuse, de la puissance politique et religieuse.
Mais elle nous rappelle aussi la fragilité de toute chose. Le temps, les éléments, les guerres, l'oubli. Tout peut réduire en poussière les plus grandes réalisations. Pourtant, la beauté de ces merveilles disparues, c'est qu'elles continuent de vivre dans nos esprits. Les jardins suspendus n'ont peut-être pas laissé de traces matérielles claires, mais leur image mentale est d'une vivacité incroyable, n'est-ce pas? Elles nourrissent nos rêves, nos légendes, nos films, nos jeux vidéo. Elles nous poussent à réfléchir sur ce que nous construisons aujourd'hui, sur l'héritage que nous laissons. Et c'est peut-être cela, la plus grande merveille. Cette capacité de l'humanité à rêver, à créer, et à se souvenir, même de ce qui n'est plus. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers ces merveilles antiques, à travers l'imagination et l'histoire. J'espère que cette balade vous a enchanté. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau chapitre de notre histoire. En attendant, prenez soin de vous, et continuez à explorer le monde, avec curiosité et émerveillement. À très bientôt.